Dans cette séquence, je vous propose de nous intéresser à ce qui compose la matière. Qu'est-ce qui nous compose, nous, les feuilles de papier qui vous entourent, l'encre de vos stylos, le mobilier, l'air que vous respirez. Comment est constituée cette matière, de quoi est constituée cette matière. Alors, si vous avez fait l'activité Moodle, ce que j'espère, vous avez normalement retenu que les éléments chimiques sont nés dans les étoiles. Eh bien, ces éléments chimiques qui constituent la matière qui nous entoure aujourd'hui sont en réalité des atomes dont nous allons parler dans cette séquence. Alors, les éléments chimiques, aujourd'hui, il en existe un grand nombre, nous en connaissons un grand nombre, qui ont été recensés dans ce que l'on appelle le tableau périodique des éléments. Vous les avez sous les yeux, et si je vous donne quelques noms, je suis sûr que vous reconnaîtrez très vite un certain nombre d'éléments. Si je vous parle de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du chlore, du fer, de l'aluminium, de l'or, tous ces éléments, vous les connaissez déjà. Alors, à quoi correspondent-ils? Eh bien, ils correspondent à ce que l'on appelle des atomes. Cette classification périodique que vous avez sous les yeux, nous la devons à un chimiste russe, Dmitri Mendeleïev, qui a établi ce tableau sur la base des propriétés physiques et chimiques des éléments qu'il connaissait à l'époque. Alors son tableau à lui était un petit peu moins complet, il ne connaissait pas tous les éléments. Le tableau que je viens de vous afficher est le tableau connu actuellement. Alors aujourd'hui, on connaît 118 éléments chimiques, dont 94 sont ou existent à l'état naturel sur Terre. Notre connaissance de la matière, celle d'aujourd'hui, du XXIe siècle, elle n'a évidemment pas toujours été celle que l'on connaît maintenant. Si l'on remonte 500 ans avant notre ère, les philosophes grecs pensaient que tout était constitué de 4 éléments dont vous avez déjà entendu parler. On pensait que tout était fait de feu, d'eau, d'air et de terre, dont vous avez les symboles sous les yeux. Il faudra attendre Démocrite vers moins 400 avant notre ère pour que la première fois on parle d'atome. Alors, essayons de préciser un petit peu cette notion d'atome. L'atome est un grain de matière, un très petit grain de matière. Il faut imaginer que tout ce qui est autour de vous est constitué de grains nanoscopiques, donc extrêmement petits, comme des petites billes, évidemment invisibles à l'œil nu. L'ordre de grandeur, pour vous donner une image de la taille de ces atomes, eh bien, imaginez un mètre. Si vous coupez le mètre en 1000 parties égales, vous aurez ce que l'on appelle un millimètre. Le millimètre, vous l'imaginez tous facilement, vous l'avez tous gradué sur vos règles. Maintenant, imaginez 1 millimètre et imaginez que nous le coupions encore en 1000. Donc il faut arriver à imaginer un millième de millimètre. Un millième de millimètre, c'est ce qu'on appelle un micromètre. Le micromètre, comme son nom l'indique, c'est ce que l'on peut voir avec un microscope. L'atome est encore plus petit que ça. Il est encore plus de 1000 fois plus petit que ça. Donc maintenant, imaginez un millième de millimètre. Un millimètre, c'est petit. On l'a coupé en 1000. Prenez juste un tout petit millième de millimètre. Et là encore, vous le coupez en 1000 parties égales. Eh bien, vous aurez un nanomètre. L'atome est environ 10 fois plus petit que cela encore. Donc cet atome est extrêmement petit. Alors comment les Grecs, en moins 400 avant notre ère, avec Démocrite, ont pu avancer cette théorie atomiste en disant finalement la matière est constituée de petits grains dont finalement on aura eu la preuve que bien plus tard. À l'époque de Démocrite, il n'y avait évidemment pas de microscope, encore moins de microscope à balayage électronique que l'on utilise aujourd'hui, même pas de lunettes d'ailleurs. Donc comment a-t-on pu penser à cette notion d'atome aussitôt dans l'histoire? En réalité, cela est parti d'un raisonnement de l'esprit, simplement, en se disant que si on prend un caillou, que ce caillou on le casse en deux, on a un demi-caillou, si on le casse encore en deux, on aura un quart de caillou, on continue, hein, on aura un huitième, puis un 16e, un 32e, un 64e, un 128e, etc., etc. Et la question est que ce caillou, on va pouvoir le casser en deux à l'infini? C'est-à-dire que, est-ce que je pourrais sans arrêt le casser en deux et avoir toujours de la matière entre les mains? Si la réponse est oui, cela signifie que finalement mon caillou contiendrait une infinité de particules, qu'il y aurait une infinité de matière à l'intérieur du caillou. Et cette notion choque certains philosophes grecs, dont Démocrite, qui vont se dire que finalement il y a peut-être une plus petite particule possible, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça s'arrête, où on ne pourra plus casser cette particule, et cette particule, ils vont l'appeler atomos, simplement parce que en grec, atomos signifie indivisible. C'est cette particule indivisible, cette plus petite particule possible, que l'on appelle aujourd'hui atome. On verra un petit peu plus tard en classe de troisième qu'aujourd'hui on sait que cet atome n'est plus du tout indivisible et qu'il y a des particules à l'intérieur, mais peu importe, les Grecs avaient déjà pressenti quelque chose d'extrêmement important
il existe une très petite particule qui constitue la matière. Et à la question pourquoi ne les voit-on pas, ils ont amené une réponse, ou plutôt une image plutôt simple. Imaginez-vous sur une falaise en train de regarder une plage. Si vous êtes sur une falaise très haute, regardez une plage, vous verrez la plage dans son ensemble, vous ne verrez pas les grains de sable. Eh bien, il en va de même pour notre vision de la matière. Nous sommes comme sur l'eau de la falaise, nous voyons la matière avec notre œil de très loin, et nous ne pouvons pas voir les petits grains qui constituent la matière. Alors cette théorie, aussi intéressante soit-elle, elle a eu beaucoup de contradicteurs. Et en l'occurrence, Aristote, un petit peu plus tard, autour de moins 300 avant notre ère, a contredit cette théorie en remettant en avant la théorie des 4 éléments. Et il aura finalement fallu attendre longtemps, très longtemps, en l'occurrence le XVIIIe siècle, avec le chimiste Antoine Lavoisier, qui a donné son nom au lycée Lavoisier de Mulhouse, pour qu'il remette sur la table la théorie des atomes et des molécules. Donc, si l'on regarde un petit peu, juste pour l'histoire, une frise historique, on voit qu'il y a quand même eu un grand trou entre la première idée de l'atome et finalement le moment où cette théorie a été reconnue, puisque autour de moins 400, comme vous le voyez sur la frise, Démocrite nous propose la naissance de la théorie atomique. Un petit peu plus tard, au moins 340, Aristote propose l'abandon et est suivi par la majorité des philosophes grecs et pour revenir à la théorie des 4 éléments. Et ce n'est finalement qu'en 1780 que Lavoisier reviendra à cette théorie grâce à cette théorie moléculaire et la notion d'atome sera réellement confirmée par Dalton en 1800. Alors si je vous montre cette image maintenant, vous pouvez imaginer facilement ce que j'attends de vous comme réponse. Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien non, ce n'est pas une ruche, ce n'est pas un rucher avec les alvéoles des abeilles, c'est bien la surface de la matière et c'est donc une image des atomes. Et je dis bien une image et pas une photo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on est incapable de photographier les atomes, on peut juste en constituer une image grâce à des microscopes à effet tunnel. Alors les microscopes à effet tunnel, je vous en montre une image ici, n'ont absolument rien à voir avec les microscopes que vous utilisez en SVT, mais ils confirment bien la structure atomique de la matière. Je vous propose à présent de compléter votre cahier. Il vous faudra donc votre cahier, règles, crayon, stylo, crayon de couleur ou à minima stylo de couleur pour dessiner les atomes tout à l'heure. Donc vous allez prendre votre cahier, une nouvelle page, une nouvelle séquence et vous allez noter le titre en grand. Qu'est-ce qui compose la matière? Je vous propose à présent de mettre la vidéo en pause, le temps de noter le titre et nous passons à la suite tout de suite. À la suite du titre, vous allez noter la première partie à retenir, ce que sont les atomes. Eh bien, les atomes, ce sont de petites sphères de diamètre de l'ordre du dixième de nanomètre. Ils constituent la matière et chaque atome a un nom, un symbole et un modèle. Nous reviendrons bien sûr dans quelques secondes sur le nom, le symbole et le modèle des atomes. Ce sera l'essentiel ici de cette première partie. Donc je vous propose de mettre la vidéo en pause, de noter l'intégralité de ce que vous avez à l'écran dans votre cahier et de remettre la vidéo en route dès que vous aurez terminé. Alors nous venons de noter que chaque atome a un symbole, un modèle et bien sûr un nom. Alors vous allez voir que c'est relativement simple. D'abord le symbole, il permet simplement d'écrire plus rapidement le nom de l'atome et on aura appris quelque chose de très logique, c'est en général la première lettre du nom de l'atome. Parfois, le symbole sera constitué de deux lettres, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors pour le carbone, très logiquement, eh bien le symbole, c'est la lettre C. Je vous laisse deviner pour le reste. Pour l'oxygène, c'est la lettre O. Et pour l'hydrogène, bien sûr, ce sera la lettre H. Le modèle est en réalité le dessin de l'atome. Alors pour le représenter, on va dessiner simplement des ronds, puisque l'atome sont des petites sphères, donc on va dessiner des ronds, mais avec quand même deux particularités importantes. D'abord, la couleur. Alors il faut savoir que la couleur est purement artificielle. On a choisi de dessiner l'atome de carbone en noir. Les atomes n'ont en réalité pas de couleur. C'est donc une convention que nous avons fixée et pour attribuer et rendre plus reconnaissables les modèles des atomes, le carbone sera toujours dessiné en noir. De la même façon, l'oxygène sera représenté en rouge et enfin l'hydrogène
sera représenté en blanc. Au-delà des couleurs, vous devriez apercevoir une autre différence. C'est la taille. Le carbone est le plus grand, l'oxygène est à peine plus petit et l'hydrogène est clairement plus petit. Donc, lorsque vous allez représenter les atomes, il faudra respecter et leur taille et leur couleur. Les diamètres de l'atome de carbone et d'oxygène sont relativement proches, donc si vous les dessiniez de la même taille, ce n'est pas un problème. Par contre, l'hydrogène devra toujours être représenté plus petit que les deux autres. D'accord ? Retenez ça, l'hydrogène est plus petit que les deux autres. Pour retenir les couleurs, un petit mémo technique simple, le carbone, eh bien le charbon c'est du carbone pur, donc le charbon est noir, le carbone est noir. L'oxygène est le constituant du gaz dioxygène que nous respirons, et je vous rappelle que c'est le sang qui transporte ce dioxygène dans notre corps, le sang est rouge, l'oxygène, l'atome d'oxygène sera représenté en rouge, et pour l'hydrogène on retiendra qu'il est blanc. Il existe bien sûr bien d'autres atomes et bien d'autres représentations. Nous nous limiterons pour la classe de 4e à ces trois-là que vous devez connaître par cœur. Je vous propose à présent de mettre la vidéo en pause et de recopier ce tableau dans la partie leçon à la suite du reste. Maintenant, votre tableau recopié, j'aimerais vous présenter quelques exceptions qui ne sont évidemment pas à retenir, mais c'est simplement pour que vous sachiez que ça existe. Parfois, le symbole de l'atome peut paraître illogique. Par exemple, pour le sodium, on va utiliser Na, pour le potassium K et pour l'azote N. Alors cela nous paraît illogique en langue française, mais en réalité, il faut savoir que ces symboles viennent d'autres langues. En l'occurrence, pour le sodium et le potassium, les symboles viennent de l'allemand, respectivement natrium et kalium. Et pour l'azote, le N vient de l'anglais nitrogen. C'est de là que viennent ces exceptions et ces différences. Mais la plupart du temps, même en langue française, les symboles sont logiques par rapport au nom de l'atome. Deuxième point important que je vous demande de noter dans la leçon, si le symbole est constitué de deux lettres, ça arrivera, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, la deuxième lettre est toujours minuscule. Pourquoi? Je vous l'expliquerai dans quelques minutes. Pas tout de suite, pour l'instant je vous demande de le noter presque bêtement. Donc mettez la vidéo en pause, le temps de noter ceci. Si le symbole est constitué de deux lettres, c'est important, la deuxième devra être en minuscule. Mettez en pause et nous passerons à la suite dès que vous serez prêts. Les atomes restent rarement seuls. Ils ont souvent tendance, pour des questions de stabilité, que vous verrez un petit peu plus tard, à s'associer en grappes. Comme les raisins se mettent en grappes, eh bien les atomes vont se mettre en grappes aussi. Et ces grappes portent un nom, on les appelle les molécules. Je vais vous présenter rapidement la grappe sans doute la plus connue, celle que tout le monde connaît. Eh bien si l'on prend deux atomes d'hydrogène, ici représentés en blanc, que ces deux atomes se fixent en grappe avec un atome d'oxygène, eh bien on obtient une structure un petit peu plus grande que l'on appelle molécule. C'est un assemblage d'atomes. Ici, vous avez une molécule d'eau. À retenir donc et à noter dans votre cahier, les atomes peuvent se lier entre eux pour former des molécules. Chaque molécule a un nom, une formule chimique et un modèle. Bien entendu, comme nous l'avons fait pour les atomes, nous allons reparler des formules chimiques et des modèles dans quelques secondes. Pour l'instant, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à compléter votre cahier avec l'écran qui se trouve devant vous. Je vous demande de noter le titre, les molécules, de le souligner bien sûr. En rouge, à retenir la définition d'une molécule. Et pour l'illustrer, vous me dessinez aussi l'exemple de la molécule d'eau juste en dessous. Attention à respecter trois choses, nous y reviendrons. La taille des atomes, la couleur des atomes et la géométrie, c'est-à-dire la forme générale de la molécule. Mettez la vidéo en pause et remettez-la en route dès que vous serez prêt à continuer. Comme cela a été le cas pour les atomes, il va nous falloir connaître la formule chimique et le modèle des molécules. Alors vous allez voir que là encore, la plupart du temps, c'est relativement simple et logique. Je vous propose de commencer par la première molécule. Nous en aurons 4 à connaître cette année. Nous allons commencer par le dioxygène. Alors si on écoute juste le mot dioxygène, eh bien, on devrait entendre deux choses, di et oxygène. Le préfixe di veut dire
2. 2 quoi? 2 oxygènes. Eh bien, le modèle, c'est simplement 2 atomes d'oxygène collés ensemble pour former une molécule de dioxygène. Quant à la formule chimique, vous allez voir que là aussi c'est plutôt simple. Eh bien, puisque la molécule de dioxygène est composée de 2 atomes d'oxygène, la formule chimique va nous donner cette indication. On va noter cela O2, au indice 2, ça veut dire que le 2 est plus petit et légèrement en dessous du O. O pour oxygène, 2 pour nous signaler qu'il y en a 2. On continue. Alors pour l'instant, vous ne notez pas, ne recopiez pas le tableau, je vous laisserai le temps de le faire à la fin. Lorsque nous aurons tout terminé, j'aimerais surtout là pour l'instant que vous essayiez de comprendre un petit peu la logique des choses. On continue avec la molécule suivante, le dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone, vous le connaissez aussi, hein, si on inspire du dioxygène lorsque l'on respire, on expire du dioxyde de carbone, c'est le rejet de notre corps. Alors là encore, si on écoute le mot dioxyde de carbone. Alors le préfixe di, on connaît déjà, il veut dire deux. Oxyde, vous vous en doutez, vient de oxygène, il y a donc 2 atomes d'oxygène. Et comme c'est du dioxyde de carbone, eh bien ces 2 atomes d'oxygène sont liés à un atome de carbone. La formule chimique, là encore, est logique. Puisque c'est du dioxyde de carbone, c'est donc constitué de un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On va donc noter cela, CO2. C pour l'atome de carbone, O2 pour signaler qu'il y a 2 atomes d'oxygène. Continuons encore, l'eau. Alors, l'eau n'est pas un nom chimique logique. C'est un nom usuel et l'eau fait partie des quelques cas qui ne nous permettront pas de trouver comme ça la formule chimique juste en lisant le nom de la molécule. Alors, pour l'eau, je vous donne la formule, tout le monde la connaît, tout le monde a déjà entendu parler de cette formule, c'est comme CO2, on la connaît tous par cœur. Pour l'eau, c'est H2O. Que signifie H2O? H2 signifie qu'il y a 2 hydrogènes. O signifie qu'il y a un oxygène. Alors je vous rends attentif surtout à l'oral parce que lorsqu'on dit H2O, on pourrait penser que c'est H2O. Un hydrogène, 2 oxygènes. Pourquoi? Parce que dans la langue française, en général, on met la quantité avant le mot. On dit j'ai mangé 2 pommes. On ne dit pas j'ai mangé pomme 2. Eh bien en chimie, la quantité suit le nom de l'atome. Donc le 2 va forcément avec le H. On parle de H2, 2 hydrogènes, O, un oxygène. Remarquez aussi la formule, la géométrie de la molécule, elle est un petit peu différente des deux autres, puisque dans les 2 cas précédents, les 3 atomes étaient alignés. Ici, ils ne sont plus alignés, ça forme un triangle avec nos 2 atomes d'hydrogène qui sont légèrement plus petits que l'atome d'oxygène. Pour terminer, on va s'attaquer sans doute à la molécule la plus compliquée, c'est la molécule de méthane. Alors le méthane, c'est un gaz, c'est le gaz de ville que l'on peut utiliser pour se chauffer. Et cette molécule de méthane, je vous propose d'abord de la regarder un petit peu en 3 dimensions avant d'essayer de la représenter parce que la représentation n'est pas aussi simple qu'il pourrait y paraître au premier abord. Si toi aussi tu veux manipuler la molécule en 3 dimensions, celle-ci ou d'autres d'ailleurs, tu peux le faire assez facilement. Il suffit de te rendre sur le site dont l'adresse s'affiche actuellement à l'écran, ou encore plus simplement, si tu as un téléphone ou une tablette sous la main, tu peux scanner le QR code qui est devant toi, ça marche sur tous les supports, et tu pourras là aussi manipuler la molécule en 3D. Alors simplement un petit détail important, si tu te rends sur le site, il y a 2 paramètres possibles. Par défaut, c'est l'image de droite qui va s'afficher. C'est ce que l'on appelle un modèle éclaté, qui n'est pas le plus proche de la réalité, mais qui permet de voir peut-être plus facilement la manière dont les atomes s'attachent entre eux. Si tu cliques sur Ball and Stick, c'est-à-dire les boules et les bâtonnets, c'est ce que tu verras ici. Pour avoir l'image de gauche, que l'on appelle le modèle compact, celui qui nous intéresse et celui sur lequel nous travaillons au collège, parce que c'est le plus proche de la réalité, il faudra cliquer sur Spacefill, celui que j'ai encadré en rouge, enfin que j'ai entouré en rouge, sur l'image
de gauche. Donc, si tu souhaites manipuler ces molécules, pas de souci, tu peux mettre la vidéo à présent en pause et te rendre directement sur l'adresse qui est affichée au-dessus de toi, ou encore plus simplement, si tu as un appareil mobile, scanner le QR code qui est devant toi et te rendre sur le site. Alors maintenant que nous avons une bonne image de cette molécule de méthane, il est relativement simple de comprendre sa formule. Alors la formule du méthane, on va y aller tout de suite, c'est CH4. Pourquoi CH4? Eh bien parce qu'on voit bien qu'il y a un atome de carbone noir et autour 4 atomes d'hydrogène. Donc juste en voyant le modèle, vous voyez qu'on peut très facilement remonter à la formule chimique. Un carbone, 4 hydrogènes, je vous les ai marqués à l'écran. Il s'agit de CH4. La représentation, par contre, de cette molécule de méthane n'est pas forcément évidente. Il va falloir choisir un bon angle de vue. Alors, je vais vous en proposer, pour ne pas dire vous en imposer deux. Le premier angle de vue serait celui-ci. Alors, l'idée, c'est que l'on arrive à la fois à représenter la molécule de façon juste par rapport à la réalité, mais aussi de voir les 4 atomes d'hydrogène, ce qui n'est pas toujours évident parce que selon l'angle de vue, on pourrait n'en voir que 3. Donc, premier angle de vue possible, vous le voyez, vous avez un atome d'hydrogène face à vous et les 3 autres sont en arrière. Donc, on ne les dessine évidemment pas en entier puisqu'on ne les voit pas en entier. C'est la première représentation que je vous propose. La seconde représentation, c'est de la tourner un petit peu autrement. Donc si vous avez encore l'application mobile devant vous, si vous avez pu vous rendre sur le site que je vous ai proposé, vous pouvez essayer de tourner un petit peu les choses et je le ferai pour vous dans quelques secondes à l'écran. Vous pouvez maintenant essayer d'obtenir ce point de vue où vous avez 2 atomes vers l'avant, 2 atomes d'hydrogène vers l'avant et 2 vers l'arrière. C'est la deuxième représentation que je vous propose. Et évidemment, ce que je n'aimerais pas que vous me représentiez, c'est ce point de vue-là, où on ne voit que 3 des atomes d'hydrogène, puisqu'on n'a pas une vue complète de la molécule. Voici sur le modèle 3D les 2 angles de vue que je vous ai proposés. Donc le premier avec un atome d'hydrogène de face, et en tournant les choses un petit peu autrement, on va prendre l'angle de vue dans lequel nous avons 2 atomes d'hydrogène de face et 2 vers l'arrière. Je vous invite à présent à mettre cette vidéo en pause et à recopier ce tableau dans la partie leçon. Nous continuerons juste après. Pour terminer, et pour voir si vous avez bien compris, je vous propose un document que j'ai trouvé d'ailleurs sur un site de soutien scolaire qui contient de grosses erreurs. Alors je vous laisse observer ce tableau, hein, il est relativement similaire à celui que nous avons fait ensemble, mais il y a pour moi quand même 2 énormes erreurs qui ne devraient pas se trouver ici. Est-ce que vous arrivez à les repérer? Je vous laisse quelques secondes. S'il vous faut un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Alors un petit indice, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé, les erreurs sont sur les modèles. C'est pas sur les formules chimiques, c'est pas sur les noms. Regardez bien les dessins, regardez bien les modèles. Première erreur, je vous avais rendu attentif. Attention à la taille des atomes que vous allez dessiner. Ici, les atomes d'hydrogène sont représentés avec la même taille que l'atome d'oxygène. C'est faux, ils sont plus petits. Deuxième erreur, c'est au niveau de la molécule de méthane. Regardez la manière dont a été représentée la molécule de méthane. Eh bien, je vous invite vous-même à essayer de reprendre le modèle 3D de la molécule de méthane. Vous verrez qu'il est strictement impossible de la voir sous cet angle de vue-là. Les 4 atomes d'hydrogène ne sont pas répartis équitablement, un petit peu comme une marguerite autour de l'atome de carbone. Pardon. Il y en a forcément qui sont vers l'avant et forcément qui sont vers l'arrière, si l'on veut voir les 4 atomes d'hydrogène. Pour terminer, en fin de partie sur les atomes, je vous avais rendu attentif à un point
en disant qu'on verra un petit peu plus tard pourquoi. Je vous avais dit, attention, si le symbole est constitué de deux lettres, la deuxième lettre est toujours minuscule. Alors maintenant, vous allez être en mesure de bien comprendre pourquoi. Et prenons un exemple. Imaginons le symbole de l'atome de cobalt. Alors pour le cobalt, le symbole est CO. La lettre C étant déjà prise pour le carbone, on va utiliser le symbole CO. Imaginons que l'on se trompe et qu'on ne mette pas la deuxième lettre en minuscule. On va donc noter CO, C majuscule, O majuscule. Dans quel cas on est en train de parler d'un atome de carbone attaché à un atome d'oxygène. C'est du monoxyde de carbone, c'est une molécule et ce n'est en aucun cas un atome de cobalt. C'est la raison pour laquelle, pour éviter les confusions entre une molécule et un atome dont le symbole serait représenté par deux lettres, qu'il faut que la deuxième lettre de l'atome soit minuscule. Ainsi s'achève cette leçon sur l'atome et sur les molécules. Je vous invite à bien vérifier que votre cahier est complet et à apprendre cette leçon. Vous devez savoir ce que c'est qu'un atome, vous devez savoir ce qu'est une molécule, la différence entre un atome et une molécule, l'ordre de grandeur de la taille d'un atome, mais surtout vous devez connaître le nom, le symbole et la façon de représenter les trois atomes que nous avons vus ensemble, carbone, oxygène, hydrogène. Et vous devez connaître la formule chimique et la représentation des molécules que nous avons vues ensemble, que vous avez recopiées dans le tableau, à savoir la molécule de dioxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et de méthane. Cela sera indispensable pour une compréhension de la dernière séquence de chimie de cette année. Ce n'est pas celle qui va suivre tout de suite, même si on va encore se servir dans la prochaine séquence, pour la semaine prochaine, des notions d'atomes, mais pour la compréhension de la réaction chimique, de la transformation chimique et surtout de la façon dont elle est modélise, dont on écrit l'équation d'une réaction, vous devez connaître par cœur ce chapitre. Merci pour votre attention, bon travail.